Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo reçus hier à Koulouba par le président de la transition. Avec le colonel Assimi Goïta, il était question de la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali, une situation qui tend probablement vers un dénouement heureux. Des précisions dès le début de ce 13h. À suivre également un génie du football. Il s'agit de Lionel Messi, vainqueur de la 22e Coupe du monde de football, le seul titre majeur qui manquait à son palmarès. Il remporte aussi le trophée du meilleur joueur du tournoi en battant les records photos sur les réseaux sociaux. Pourtant, rien ne prédestinait Messi à de tels honneurs dans la discipline. Notre chroniqueur Souri Ibrahima Keïta nous donne des explications en fin d'édition. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo ont été reçus hier à Koulouba par le président de la transition. Avec le colonel Assimi Goïta, il était question de la situation des militaires ivoiriens détenus au Mali. La délégation a échangé également avec le ministre des Affaires étrangères du Mali et celui en charge de l'administration territoriale. Les différentes parties ont pu convenir sur un mémorandum qui servira de base pour un dénouement heureux de la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Fousseini Toukara. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant des instances judiciaires, mais ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation de la République de Côte d'Ivoire, que nous avons reçue aussi avec le représentant du médiateur dans un état d'esprit très fraternel. Je dois dire que depuis leur arrivée, nous avons pu noter, en tout cas la volonté de part et d'autre, d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Et l'acte que nous venons de poser ce jour est un acte majeur. Il va au-delà de ce malentendu. Nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer les liens de bon voisinage, de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats et comme l'a dit le ministre Diop, c'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne
Et nous ne pouvons que remercier le président Assimi Goïta et toute son équipe. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, pays fortement impliqué comme médiateur dans ces dossiers Mali-Côte d'Ivoire, se réjouit de ce rapprochement de positions de deux pays frères. Je voudrais surtout remercier leur Excellence le président Assimi Goïta et le président Alassane Ouattara qui ont une volonté commune, celle d'œuvrer pour la paix et la cohésion au niveau de la sous-région. Et je voudrais aussi vous renouveler l'encouragement du président Faure Gnassingbé qui pense que pour notre région, il faut que tous les pays puissent travailler en paix et en sécurité. Donc nous sommes heureux en tant que médiation et représentant du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'être témoin et co-signataire de l'engagement que les deux parties, la partie malienne et la partie ivoirienne, a pris ce soir ici à Bamako. Cette rencontre tripartite s'est achevée sur des notes d'espoir dans une bonne ambiance. Autre actualité, au Mali, les recrues du contingent 2021-2022 des forces spéciales ont été présentées hier au drapeau national. La cérémonie a été présidée par le président de la transition au Centre national d'aguerrissement de Samanco. Ils sont au total 439 recrues issus de différents corps à prêter serment devant le chef suprême des armées et le peuple malien pour servir et défendre les intérêts de la patrie. Ibrahima Traoré a suivi. Centre national d'aguerrissement de Samanco, fin de formation des nouveaux éléments des forces spéciales. Ils étaient au départ 445, issus de différents corps et de divers centres de formation. Pour des raisons de santé, 3 candidats ont dû être remis à leur centre de provenance et 3 autres ont abandonné. Au finish, 439 prêtent serment. Recrues du contingent 2021-2022, m'adressant à vous, par la discipline, l'audace, le courage et la détermination, le Mali peut compter sur vous. Et il le sait. La flamme que vos prédécesseurs ont entretenue de génération en génération depuis 62 ans n'a jamais été éteinte. Elle brûle toujours et vous en êtes les héritiers. Il vous reviendra bientôt de préserver cette flamme qu'ils ont fait brûler. Entendez le message de vos aînés, de continuer à construire une société de liberté et de paix, de dialogue et de fraternité. Soyez vigilants face au tourment du fanatisme, de l'obscurantisme, de l'ignorance. Vous êtes appelés à poursuivre cet engagement que vous allez prendre. Le major de cette promotion est le soldat de 2e classe Youssouf Maïga, issu de l'armée de terre avec une moyenne générale de 17,91. Il est suivi par le soldat de 2e classe Sibiri Doumbia, issu de l'armée de l'air avec 17,68 de moyenne. Le soldat de 2e classe Brahima Traoré, également de l'armée de l'air, est 3e de la promotion avec 17,58. Parmi les temps forts de cette cérémonie de présentation au drapeau, la révélation du tout nouveau béret des forces spéciales, une couleur violette chargée de symboles. La couleur du tout nouveau béret des forces spéciales, tant prestigieuse, est réservée à la noblesse et à la royauté. Elle est associée au concept de mystère, de spiritualité, de pouvoir, de puissance, de connaissance, de créativité, de prospérité, de piété, de rêve, de paix, de sérénité, de secret, de magie, de fantastique et d'imaginaire. En négatif, cette couleur signifie mélancolie, tristesse, peur, mort, ténèbres, crainte, jalousie, sens que les forces spéciales doivent représenter pour les ennemis de la nation. Les forces spéciales sont une composante très importante de notre outil de défense. Ils ont d'abord certaines qualifications que les autres n'ont pas. Ils peuvent travailler, ils peuvent opérer partout, dans tous les milieux, dans toutes les circonstances, et quel que soit le contexte. Donc je tiens ici à saluer en premier lieu l'engagement personnel du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui, je n'ai pas à le rappeler,
est un grand de cette force, il est issu de cette force, et tient à le remercier et encore à reconnaître tout ce qu'il fait pour la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Notre baromètre, c'est le peuple. Notre raison d'être, c'est le peuple. Nous sommes là pour le peuple. Notre devoir aujourd'hui, c'est de protéger les personnes et leurs biens, protéger les citoyens maliens, au-delà de la défense opérationnelle du territoire. Et vous l'avez constaté, nous montons en puissance. Cela nous permet de lutter contre le terrorisme, de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. Et je puisse rassurer la population que ce travail, les forces de défense et de sécurité continuent à le faire et continueront aussi à le faire. Et je demande encore davantage la collaboration et le soutien de ce peuple. Et cette collaboration et ce soutien n'a jamais fait défaut. Côté distinction, le chef suprême des armées a remis des insignes d'honneur à des opérateurs ayant pleinement contribué à l'épanouissement de l'unité, dont le capitaine Malik Tessougué, qui a rejoint les forces spéciales alors qu'il était au-delà de ses 50 ans. D'autres ont reçu l'insigne d'opérateur des mains du Premier ministre. Certains opérateurs ont également reçu des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile la croix de la valeur militaire. Au cours de cet événement, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de nouveaux bâtiments du centre. La visite des locaux est suivie d'une séance de tir par les jeunes recrues. Dernier acte de cette cérémonie, un défilé militaire. Sur un autre plan, beaucoup d'entre nous connaissent l'existence du projet de route transsaharienne, mais peu connaissent l'existence d'un projet similaire consacré à la fibre optique. Il s'agit d'un vaste projet qui concerne l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Tchad et le Nigeria. Le comité de liaison de la dorsale transsaharienne de la fibre optique s'est réuni pour la deuxième fois à Bamako. Des détails avec Alousseyne Touré. La dorsale transsaharienne de la fibre optique est un important projet de l'Union africaine qui accompagne la route transsaharienne. Elle doit relier l'Algérie au Nigeria. Son but est de connecter les agglomérations de tous les pays concernés grâce à la fibre optique qui facilitera, outre l'accès à Internet, le commerce électronique. On va d'abord examiner la situation d'avancement et les problèmes rencontrés projet par projet et pays par pays et les perspectives futures. Nous écouterons en particulier le Niger à propos de la partie qui reste à réaliser, sachant que les travaux ont énormément avancé et que je tiens personnellement à féliciter nos amis du Niger pour cet exploit, ce qui constitue un moment important pour notre projet pour raccorder deux tronçons de la DTS, celle de la partie nigérienne et de la partie algérienne. Le Mali devrait pouvoir tirer parti de cette initiative qui va booster les télécommunications et réduire la fracture numérique. L'idée, c'est de réduire la fracture numérique, c'est de faciliter les échanges économiques aussi à travers l'Internet. Et ce comité va permettre aux pays enclavés aussi d'avoir accès à la fibre optique, aux câbles sous-marins. À ce stade précis, chaque pays réalise sa dorsale de la fibre optique dans son territoire en question. Et l'idée, c'est de connecter nos différents pays par la suite. Le gouvernement malien invite à une plus grande inclusion dans l'appropriation des structures numériques afin de faciliter l'intégration de nos économies. Cette rencontre de Bamako se donne la grande ambition de renforcer dans le sable, le béton et le câble la dimension stratégique du projet de la dorsale transsaharienne de la fibre optique. Les travaux des précédentes rencontres ont permis de s'enquérir de l'état d'avancement du projet dans chaque pays et de discuter des contraintes qui se présentent pour sa réalisation. À présent, ici à Bamako, nous devrons continuer de trouver des mécanismes les plus stratégiques pour concrétiser l'ambition commune de connecter toutes les agglomérations desservies à l'Internet, en particulier les zones isolées, et contribuer ainsi à réduire les déséquilibres du développement dans la région. En tout cas, les travaux promettent de bonnes perspectives dans le domaine du développement des infrastructures et de l'intégration de nos réseaux.
Tenue des travaux des 50e et 51e sessions du conseil d'administration de l'ORTM, l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Cette session essentiellement budgétaire prévoit pour 2023 la somme de plus de 11 milliards 397 millions de francs CFA, une somme en diminution de 8,18% comparée à celle de 2022. La session sera aussi consacrée à l'examen du rapport d'activité 2021, à l'examen et à l'adoption du projet de programme et de grille pour 2023. Le reportage de Modibo Mariko. C'est une année 2022 certes difficile vu le contexte marqué par le Covid-19 et la crise économique mondiale, mais qui n'aura finalement pas eu raison de la volonté à l'ORTM de faire avancer les choses. C'est du moins le sentiment général qui se dégage à l'ouverture des travaux des 50e et 51e sessions du conseil d'administration de l'Office, un sentiment général avec de l'espoir en perspective pour la finalisation de la tour de l'ORTM. La construction de la tour de l'ORTM se poursuit normalement avec la décision du gouvernement modifiant la source de financement avec une clé de répartition qui passe de 40 à 86,7% pour le budget national et de 60 à 13,3% pour les fonds propres de l'ORTM. Cette importante décision du gouvernement devrait permettre de donner un coup d'accélérateur aux travaux du projet. C'est le lieu de remercier les plus hautes autorités de la transition avec à sa tête son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cette contribution substantielle déterminante pour la suite du projet. À l'actif de l'ORTM pour 2022, des efforts du gouvernement pour réhabiliter la station régionale de Kidal. Les travaux et l'équipement qui ont coûté environ 140 millions entièrement financés sur le budget national. La radio régionale réhabilitée et équipée donne ainsi l'opportunité aux populations de Kidal de disposer d'un large éventail de programmes satisfaisants, d'un haut niveau de qualité technique et d'une prise en compte des intérêts et spécificités de la région. Les programmes de l'ORTM sont désormais accessibles sans avoir besoin de paraboles, encore moins de distributeurs. Des régions nouvellement créées, l'ORTM est à ce jour présent dans 7 avec une équipe de production radio-télé. Grâce toujours à l'accompagnement du gouvernement, l'Office a acquis récemment les droits pour la retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ces différentes actions du gouvernement n'ont d'autre finalité que de mettre l'ORTM dans des conditions optimales, lui permettant ainsi de jouer son rôle de service public répondant aux aspirations de nos populations. Cependant, des défis pointent à l'horizon et pour les relever, l'ORTM prévoit pour 2023 un budget de plus de 11 milliards 397 millions de francs CFA, dont les ressources propres estimées à 4 milliards 865 millions de francs CFA, soit 42,60% du budget total, soit une diminution de 17,27% par rapport à 2022, qui était de 5 milliards 881 millions de francs CFA. La subvention de l'État est de 6 milliards 532 millions 906 000 francs CFA, soit 57,32%, dont 700 millions du budget spécial d'investissement. Ce projet du budget connaît donc une diminution de 8,18% par rapport à 2022, dont la dotation rectifiée se chiffre à 12 milliards 413 906 000 francs CFA. Au chapitre du projet de programme pour la nouvelle année, même si la grille fondamentalement ne change pas, l'on note cependant des innovations. Les défis liés à la mobilisation sociale devraient laisser plus d'espace pour l'organisation des débats contradictoires sur des grandes questions de la nation. Au niveau de la radio rurale, les innovations concernent la valorisation et la vulgarisation de notre riche patrimoine culturel immatériel. En ce qui concerne la télévision nationale, il s'agit de prendre en compte les aspirations profondes de nos compatriotes, en particulier des régions dans le journal télévisé et les débats contradictoires. Beaucoup d'activités de prévues, des activités aussi diverses que variées et qui se présentent sous forme de défis pour les travailleurs de l'ORTM. Les activités programmées s'articulent entre autres autour des actions ci-après. Le développement d'une politique de production et de diffusion du programme radio et TV, l'organisation de la mobilisation sociale et la couverture des prochaines consultations électorales,
l'accompagnement des autorités de la transition dans la mise en place des réformes politiques et institutionnelles de notre pays. Le processus de numérisation se poursuivra et l'année 2023 se présente comme une année de consolidation des acquis, mais aussi des défis en termes de réponse aux aspirations profondes de nos compatriotes, a bien signalé le secrétaire général du département des tutelles. Le RTM, la passion du service public. Je le disais en début d'édition, depuis dimanche soir, il explose les petits écrans, bat des records dans la compétition du sport roi, le football. Il s'agit bien sûr de Lionel Messi, vainqueur de la 22e Coupe du monde de football. Seul titre majeur qui manquait à son palmarès. Il remporte aussi le trophée du meilleur joueur du tournoi en battant les records photos sur les réseaux sociaux. Pourtant, rien ne prédestinait Messi à de tels honneurs dans la discipline. Retour sur son parcours avec Sori Ibrahima Keita.